Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Prise de parole du président gabonais Ali Bongo Ondimba devant le Parlement. Un discours inédit en 5 ans prononcé devant les députés et les sénateurs et retransmis en direct par les médias nationaux. Nouvel accord de financement signé entre le Togo et Exim Bank of India. 40 millions de dollars ont été débloqués pour l'électrification de 350 localités qui bénéficieront de systèmes solaires photovoltaïques. Et le footballeur international sénégalais Sadio Mané, accueilli en héros à Bambali, sa ville natale. Le champion d'Europe avec Liverpool vient d'inaugurer un hôpital qu'il a financé sur fonds propres et offert à l'État sénégalais. Mais tout d'abord, c'est une première en 5 ans, mais aussi depuis son grave accident vasculaire cérébral. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est exprimé ce vendredi 25 juin devant le Parlement. S'adressant aux représentants du peuple, le chef de l'État est revenu sur les acquis démocratiques, notamment sur l'importance de garantir la sécurité, la paix, la liberté et l'égalité entre Gabonais. Le président Ali Bongo Ondimba a également évoqué avec fierté le siège non permanent du Gabon au Conseil de sécurité de l'ONU, un mandat qui débutera le 1er janvier 2022 pour une durée de 2 ans. Écoutons un extrait de son discours. Mesdames et messieurs les parlementaires, aujourd'hui, plus que jamais que par le passé, nous devons nous rappeler la finalité de nos choix et de nos actes. Pourquoi cette quête d'une démocratie de plus en plus libérale? Pourquoi ces réformes audacieuses si ce n'est pour parvenir à la réalisation du bien commun au service du plus grand nombre? Notre boussole doit être celle-là: garantir la paix et la sécurité, promouvoir la liberté, l'égalité et le bien-être de tous nos compatriotes. La sécurité est la première des libertés. La sécurité résulte de la paix. Cette paix, nous devons tout faire pour la préserver jalousement. Sur le plan extérieur, nous pouvons nous réjouir de la récente élection de notre pays au siège de membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Également dans l'actualité au Sénégal, des projets de modification de la législation créent des tensions à l'Assemblée nationale. Ce vendredi 25 juin, un important dispositif sécuritaire a été déployé aux abords de l'Assemblée nationale alors que des projets de modification du code pénal et du code de procédure pénale devaient être examinés par les députés. L'opposition dénonce ces textes qu'elle juge liberticides concernant le droit à manifester. Le M2D, qui soutient l'opposant Ousmane Sonko, a d'ailleurs lancé un appel à manifester pour contester ces projets. De son côté, la majorité assure qu'il s'agit simplement de renforcer l'arsenal législatif dans la lutte contre le terrorisme. Le président camerounais Paul Biya a reçu en audience le 23 juin l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Lors de cette audience, la première fortune africaine a été décorée par le chef de l'État camerounais. Le cimentier Aliko Dangote a également annoncé de nouveaux investissements au Cameroun. Plus de détails dans ce reportage de Viviane Bauken. Porte-parole de la dynamique du président Paul Biya d'insuffler un climat des affaires prospères au Cameroun, le milliardaire nigérian Aliko Dangote, première fortune d'Afrique, envisage au Cameroun de réduire le prix du ciment en multipliant les investissements dans ce secteur stratégique. Il a également annoncé à la sortie de son audience ce mercredi 23 juin ses prochains investissements dans le gaz et le pétrole au Cameroun.
L'un des sujets de notre discussion concerne l'investissement continu de l'entreprise Dangote au Cameroun. Nous sommes basés ici au Cameroun depuis quelques années, comme vous le savez, et nous allons continuer d'investir dans plusieurs autres secteurs, autres que le ciment, tels que le secteur pétrolier et le secteur gazier. Dans l'ensemble, c'était une discussion très intéressante. Porté par un management local conduit par le directeur camerounais Bertrand Bouk, qui a permis au groupe Dangote d'avoir de très bons résultats au Cameroun et en zone CEMAC, le fondateur du groupe Dangote et le président Paul Biya ont échangé sur la très bonne amélioration du climat des affaires et les facilités liées aux mesures incitatives accordées aux investisseurs, des mesures qui ont permis à la cimenterie Dangote de renforcer son leadership sur le marché camerounais. When we first came into Cameroon, we started our work and then we had very big issues. Lorsque nous nous sommes installés au Cameroun, nous étions confrontés à d'énormes difficultés à cause de certaines personnes qui ont essayé de nous bloquer. Mais le président de la République et son cabinet nous ont soutenus et se sont rassurés que nous continuions notre travail. Mais le travail a été mis aux arrêts pour plus d'1 an. Le président nous a vraiment apporté tout son soutien et c'est une occasion pour nous de le remercier pour toutes ses faveurs à notre égard. And this has encouraged us to now think of doing much more to pay back for all the favors that they've done to us. Le groupe Dangote Holding regroupant une dizaine d'entreprises dans l'industrie, l'agro-industrie, le pétrole et le gaz est la plus grosse capitalisation boursière de la Nigeria Stock Exchange. En 2022, le groupe ambitionne d'atteindre les 30 milliards de dollars. Le renforcement de son investissement au Cameroun traduit la réussite du président Paul Biya de faire du Cameroun une véritable terre d'investissement pour les acteurs majeurs du continent. 40 millions de dollars, c'est le montant de l'accord de financement signé entre le Togo et la banque Exim Bank of India. Ces fonds devraient permettre d'électrifier 350 localités par des systèmes solaires photovoltaïques au Togo. Ce projet devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales vivant dans les localités isolées. Samantha Saberou Saboubanga. Exim Bank of India et le Togo ont signé ce 23 juin 2021 une convention de financement visant à débloquer 40 millions de dollars, soit environ 22 milliards de francs CFA pour l'électrification de 350 localités par système solaire photovoltaïque, augmentant ainsi les engagements de l'institution financière en faveur des énergies au Togo. Il s'agit de la 3e ligne de crédit de la Banque indienne pour booster l'électrification dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Togo a reçu un montant de près de 22 milliards de francs CFA, un montant de la part d'une banque indienne pour financer l'électrification dans certaines localités, notamment du Togo. Je pense que c'est une idée intéressante. Le projet vise à électrifier au moins 350 localités. Je pense que c'est un projet assez ambitieux de la part du Togo est tout à fait faisable si bien évidemment le projet suit son cours et qu'il met en place des éléments essentiels pour mettre en place un projet. Je pense que le projet pourra aboutir d'une certaine manière. Les fonds permettront d'installer 2000 systèmes d'irrigation solaire et d'électrifier 500 écoles. Aussi l'installation de 500 systèmes de pompage solaire pour l'adduction en eau potable et de 12 000 lampadaires solaires. Rappelons que cette signature d'accord intervenue au lendemain de l'inauguration de la centrale solaire de Blita s'inscrit en droit ligne avec l'ambition des autorités togolaises de rendre accessible l'énergie à l'horizon 2030. Au-delà de ça, je pense que le projet du Togo d'électrifier la plupart des localités à l'horizon 2030 est un projet assez ambitieux. Je pense que c'est un projet assez faisable si toutefois le Togo continue à récolter des fonds afin de pouvoir investir notamment dans des barrages hydroélectriques afin vraiment de pouvoir être autosuffisant en énergie, si je peux me permettre. Pour le gouvernement togolais, l'accès à l'énergie domestique constitue un catalyseur et un accélérateur du développement des villes et villages qui en bénéficient. 10 ans après la chute du président Muammar Kadhafi, l'économie libyenne tourne au ralenti. Elle va même jusqu'à être dans un état de léthargie dans certains secteurs. C'est notamment le cas des matières premières comme le cuivre qui a longtemps été considéré comme baromètre du marché et dont la production est menacée à Tripoli. Un sujet de la rédaction. Les matières premières souffrent de la crise libyenne, le métal rouge particulièrement, le cuivre
qui enchaînait pourtant des records depuis la fin de l'année 2010, a été victime de l'instabilité qui a frappé le marché libyen. L'art du cuivre est désormais menacé à Tripoli. Les artisans abandonnent leur commerce en raison de frais de location trop élevés. Une situation qui inquiète Mokhtar Al-Naessi, artisan nostalgique du temps d'avant. Le marché comprenait de nombreux artisans libyens et non libyens. Certains d'entre eux étaient des juifs, des turcs et des travailleurs venant de pays voisins tels que la Tunisie et l'Égypte. Le marché était bondé de différents artisans. La baisse de la fréquentation touristique due au conflit entre factions rivales a poussé de nombreux commerçants à mettre la clé sous la porte. Mais contrairement à de nombreux artisans, Mokhtar Al-Naessi est toujours attaché au métier hérité de ses aïeux. Il compte bien le transmettre à ses enfants afin qu'ils perpétuent ce savoir-faire dans la vieille ville de Tripoli. Le marché a plus de 200-250 ans. Cet artisanat remonte à 5 générations dans ma famille. Nous faisons partie des familles qui ont hérité de cet artisanat. Nous l'avons appris dès le plus jeune âge, de mon père, et mon père l'a appris de son père, et j'en passe. Je ne quitterai pas ce métier. Bien que je sois diplômé d'université, je l'aime et je me sens passionné pour cela. Cela fait partie de mon identité. Je vais donc essayer de l'enseigner à mes enfants et aux jeunes prêts à l'apprendre. Malgré le cours des métaux volatiles, le cuivre fait partie des matières premières cotées en bourse. Un métal non ferreux tellement prisé qu'il alimente les trafics. En décembre 2020, plus de 6000 mètres de fils électriques ont été vandalisés en 2 jours dans plusieurs régions du pays à cause du cuivre qu'ils contenaient. Le développement de l'entrepreneuriat féminin était à l'honneur le 23 juin dans la capitale camerounaise Yaoundé. Le programme eWomentor a été lancé. Cette initiative a pour objectif d'assurer le mentorat physique et digital des femmes dans tous les secteurs économiques du continent. Plus de détails avec Marie-Colette Babasagana. Capitaliser sur le savoir-faire, le réseau et les connaissances de la coalition pour bâtir un écosystème résilient et une économie digitale inclusive, tel est l'objectif que s'est fixé la coalition digitale lors du lancement officiel de son programme eWomentor le 23 juin 2021 à Yaoundé. Dans sa version digitale, physique et digitale du Womentor, ce programme panafricain s'appuie sur la plateforme en ligne Womentor Academy et permettra à terme d'accroître la représentativité des femmes dans tous les secteurs économiques et créer la nouvelle génération de leaders et dirigeantes féminines africaines. Que cette initiative a pour but de faire la promotion du leadership féminin et que ce que nous souhaitons, c'est par la mise en œuvre d'une plateforme en ligne, donc d'un programme digital, c'est-à-dire disponible en ligne et en physique, nous souhaitons réellement donner accès à toutes les femmes du continent en français et en anglais aux formations. Créé en 2017 par l'association Coalition Digitale, le programme eWomentor permettra d'ici 2030 de former 500 000 femmes en leur offrant un passeport entrepreneurial pour en faire les leaders et l'icône du continent africain. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une meilleure représentativité des femmes dans tous les secteurs socio-économiques. Parce que lorsqu'une femme est absente d'un secteur, c'est comme si vous vendriez un produit, mais à simplement 50% de votre population cible. Donc les femmes sont une force vive de notre continent. Elles ont toujours été entrepreneurs, elles sont à la base de l'entrepreneuriat. On a eu plein de modèles comme les Nana Benz et autres. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'entrepreneuriat ou gérer une entreprise avec les anciennes méthodes. Il faut pouvoir s'arrimer au digital, il faut avoir des outils de communication, de marketing, il faut networker, il faut connaître les banques. Et vraiment, ce que nous voulons faire au travers de notre plateforme, c'est de connecter ces femmes à ce réseau. La cérémonie de lancement du programme eWomentor a également été marquée par la remise des parchemins aux lauréates de la première et deuxième vague de candidates formées. Je fais partie de la deuxième promotion du programme Womentor de la coalition digitale promotion 2019-2020. Je viens de recevoir mon certificat d'ailleurs pour cette formation, entre guillemets. Grâce au programme, j'ai pu développer un réseautage professionnel. J'ai pu entrer en contact avec des personnes que je ne pensais pas pouvoir côtoyer, dans des grandes femmes, dans des grandes chefs d'entreprise, notamment mon mentor qui elle aussi, c'est elle qui développe le programme. Et aussi, je conseille à toutes les jeunes filles qui aimeraient développer des aptitudes professionnelles à s'engager dans la même lancée que moi, en devenant mentorée pour le programme Womentor.
Parrainée par Liliane Massala, ambassadrice du Gabon en France, la Coalition Digitale est une organisation non gouvernementale qui promeut dans l'émancipation de la femme, l'insertion socio-professionnelle des jeunes et le développement du numérique en Afrique. C'est un geste généreux qu'il accomplit en faveur de son pays. Le footballeur international sénégalais Sadio Mané a fait don d'un hôpital à Bambali, sa ville natale. Cette infrastructure financée sur fonds propres a coûté 350 millions de francs CFA. Elle devrait bénéficier aux populations de 34 villages du sud du Sénégal. Un sujet de José Douglas. Il a déjà offert un lycée ainsi qu'un stade. L'international sénégalais a inauguré le dimanche 20 juin un hôpital à Bambali, son village natal, où on le surnomme le petit Sadio. Et il n'a pas oublié ses origines, d'où il vient, la terre sur laquelle il a fait ses premiers pas. Un hôpital flambant neuf destiné aux habitants qui vivent sur place et dans les environs. Ma fierté est grande d'être ici, pour inaugurer cet hôpital acquis grâce à vous et pour vous. Il ne faut jamais oublier ses origines. Au contraire, faisons en sorte que chacun d'entre nous puisse apporter sa pierre à l'édifice pour bâtir un Sénégal rayonnant et prospère. C'est ce qui motive mes actions pour Bambali, mon village qui m'a vu naître et grandir. Bambali, un village de 2000 habitants, plusieurs personnalités étaient présentes et notamment les membres du ministère de la Santé du Sénégal. Cet hôpital qui a coûté 350 millions de francs CFA servira aux habitants de Bambali, mais aussi ceux de Sédiou, l'hôpital de Bambali dont la construction a démarré en 2019 et cette infrastructure a été financée sur les fonds propres du joueur qu'il a offert gracieusement à l'État pour les populations des 34 villages de cette localité du sud du Sénégal. Ce projet est important pour l'État du Sénégal qui veut le désenclavement technique et territorial avec des services techniques forts. Inutile de vous dire que Sadio Mané a été accueilli en héros dans son village natal, Bambali, et dit-on, ce n'est pas un champion d'Europe qu'il a été célébré, mais pour l'inauguration de cet hôpital. Sadio Mané n'a pas fini d'impressionner par ses gestes généreux pour son pays. Bel exemple. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.